Buongiorno, il mio nome è Giacomo Pirlo, sono un ricercatore del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, anche il CREA. A me è stato affidato il compito di coordinare i lavori di questa mattina. Voglio dare innanzitutto il benvenuto mio personale e anche dei miei colleghi a tutti i presenti, in particolare, prima di tutto, agli allevatori del Piemonte, a quelli del Veneto, ma soprattutto agli amici della Francia, dell'Irlanda e della Spagna, che sono venuti qui molto numerosi e vi ringraziamo molto per questo. L'agenda della mattina è molto fitta di interventi, per cui chiedo a tutti di mantenersi nei tempi prestabiliti. Comunque io sarò molto severo e quando vedo che mancano un paio di minuti incomincerò a fare dei segni assolutamente inequivocabili. Il consumo di carne bovina, lo sappiamo, è sotto pressione perché sembra che sia la causa principale dei cambiamenti climatici e che basterebbe non mangiarla perché il problema si risolvesse. Ovviamente questo non è vero. Ben altre sono le cause del riscaldamento globale, in primis i trasporti, il riscaldamento, l'industria, eccetera, eccetera. Tuttavia, anche gli allevatori danno il loro contributo a risolvere il problema, come dimostra il progetto LIFE, di cui oggi presentiamo alcuni esempi concreti. Sono certo che troverete le esperienze che vi saranno presentate molto interessanti e utili. Un'ultima informazione di servizio. Per quanto riguarda la traduzione simultanea, il canale italiano è l'1, il canale inglese è il 2, quello francese il 3 e lo spagnolo il 4. Prima di iniziare con le presentazioni, vorrei chiedere al direttore di Unicarve del Veneto. Siamo d'accordo così, prima il Veneto. Non ho visto che... No, mi spiace, non ho visto che ci dici due parole di benvenuto? Grazie. Ecco qui, poi è arrivato il presidente, il padrone di casa. Allora facciamo parlare prima il presidente, che è il padrone di casa, e poi gli ospiti. Prego, presidente. Grazie. Scusate il ritardo innanzitutto. Voglio darvi un benvenuto in primis ai partner del progetto, gli amici dell'Irlanda, della Spagna e della Francia. Per noi allevatori e agricoltori aderire a questo progetto europeo è stato da subito una decisione importante e stiamo portando avanti con determinazione, con collaborazione con il CREA questa iniziativa. Ma perché? Perché noi agricoltori, allevatori, ci riteniamo i primi veri custodi della terra. Se non siamo noi attenti a queste esigenze, chi lo può fare? E non accettiamo in modo indiscriminato le condanne di inquinatori puri, perché non lo siamo, non lo riteniamo di essere. E allora il produrre del cibo in rispetto alla qualità, alla sicurezza alimentare e nella tutela dell'ambiente è per noi fondamentale e indispensabile. Io spero che questi 3 giorni che abbiamo organizzato vi lasciano a tutti un qualcosa di costruttivo e di arrivare a casa un po' arricchiti.
Vi auguro una buona continuazione del convegno. So che interverranno anche altri rappresentanti di categoria. Ringrazio qui Buratto, rappresentante della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. So che arriverà anche il sindaco a fare un saluto. Grazie dottor Pirlo, le rilascio la parola e buon lavoro a tutti. Un saluto anche da parte dell'altra associazione di allevatori che partecipa al progetto. Buongiorno a tutti, sono Giuliano Marchesini, direttore Unicarve. Ringrazio il CRA per l'organizzazione assieme ad Asprocarne di questo convegno. Saluto tutti gli allevatori e le delegazioni di Spagna, Irlanda e Francia. Approfitto anche di questa occasione e saluto anche Matilde Moro, che conosco perché è capodelegazione della Spagna, per dire che noi in questo periodo stiamo cercando, e quindi esco un attimo dal tema Beef Carbon per dare un'informazione, stiamo cercando di mettere assieme Francia, Spagna e Irlanda con l'Italia per organizzare un tavolo dell'interprofessione internazionale, fare una federazione delle interprofessioni per contare di più in Europa, anche per portare la voce degli allevatori sui tavoli europei in modo più forte, perché una voce sola conta più che 4 voci distinte in questo caso. Quindi io auspico che gli amici di Francia e Irlanda, perché Spagna ci aveva già risposto con la disponibilità per le date che avevamo ipotizzato in ottobre, che anche Irlanda e Francia, quindi Interbev, FMB e IFA irlandese, assieme al Borbia, ci diano la disponibilità per organizzare questo tavolo. La zootecnia bovina da carne non è quella che viene descritta nei giornali da pseudoscienziati vegani che cercano di distruggere l'allevamento del bovino da carne, incolpandolo di tutte le nefandezze per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. L'agricoltura rappresenta complessivamente il 10% delle emissioni in atmosfera. Vogliamo intervenire sulla restante parte, il 90%? L'agricoltura sta facendo la sua parte con progetti come quello che oggi presentiamo, che è Beef Carbon. Gli altri fanno la loro parte per ridurre le emissioni in atmosfera? Ovvero, se continuano, potremmo anche pensare di liberare tutti gli animali, mandarli al pascolo, allo stato brado, così come vogliono i vegani, e dopo vediamo di misurare se le emissioni diminuiscono o aumentano. Gli agricoltori diamo in Italia il reddito di cittadinanza e all'estero non lo so se ci sono altre forme di sostentamento, e così andremo poi a capire come la gente si alimenterà. Fra 30 anni saremo quasi 10 miliardi, lo ha detto la FAO, e quindi la FAO deve anche dirci come vorrà sfamare le persone. Quindi io auguro buon lavoro a tutti. Confido che questo progetto possa proseguire per dimostrare che noi non superiamo il 10% e siamo orientati a diminuire ancora con le buone pratiche agricole le emissioni in atmosfera. Lo facciano anche gli altri. Grazie e buona continuazione. Grazie. Adesso vorrei introdurre il dottor Luciano Migliorati, che è il coordinatore per la parte italiana del progetto Life Beef Carbon. Buongiorno a tutti. Niente, io ho 2 parole per ricordarvi che il progetto Beef Carbon è iniziato nel gennaio del 2016, ormai sono già trascorsi 4 anni dall'inizio dei lavori. I paesi coinvolti sono 4, no? La Francia, l'Irlanda, la Spagna e l'Italia, e vedo oggi che sono ben rappresentati, ognuno dei quali è ben rappresentato da un folto gruppo, da un numeroso gruppo di allevatori, e questo mi fa molto piacere. In questi anni sono stati organizzati numerosi meeting e convegni. Oggi siamo qui a Carmagnola perché inizia il secondo 3-day International Meeting, che è a distanza di 1 anno dal primo International Meeting che abbiamo fatto in Francia a Nantes.
L'evento è organizzato da noi, dal CREA, in collaborazione con Unicarve del Veneto ed in particolare dall'Asprocarne che ci ospita. Io ricordo a tutti una cosa, che questi eventi qua, questi 3 giorni qua, sono fatti apposta per gli allevatori ed i protagonisti devono essere gli allevatori. Quindi io invito gli allevatori che qui sono presenti, molto numerosi, a fare delle domande e portare la loro esperienza. Ci saranno le relazioni di vari istituti che hanno fatto la ricerca, però invito che sia in questa sede, poi quando andremo a fare anche le visite presso le aziende, gli allevatori facciano le domande, intervengano e che ci sia un confronto, perché questo 3Day è fatto apposta con questa finalità. Io ricordo che questo progetto è finanziato con il programma LIFE per l'ambiente, quindi un particolare ringraziamento va alla Commissione europea che ci permette di realizzare questi eventi. Ricordo anche come sono organizzati questi 3 giorni. Oggi ci sarà questo meeting e ogni paese esporrà i propri risultati. Nel pomeriggio andremo a fare una visita presso un'azienda ad ingrasso specializzato. Domani faremo 2 visite presso un allevamento in grasso specializzato e linea vacca vitello e giovedì faremo la visita presso un'azienda a linea vacca vitello. Domani inoltre ci sarà anche un altro meeting breve dove si parleranno degli aspetti, si farà una valutazione economica dell'impatto ambientale durante la pausa pranzo, prima della visita al castello di Barolo. Io avrei finito, io ringrazio tutti perché siete molto numerosi e questo mi fa molto 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 piacere. Grazie. Grazie Luciano. E a questo punto con molto piacere invito il dottor Anduran a prendere la parola. Il dottor Anduran è il coordinatore del progetto Life Beef Carbon e a lui anticipo assolutamente i miei complimenti perché sta facendo veramente un lavoro egregio. Grazie Jocelyn. Bonjour. Donc on va quitter le canal 3 pour les Français. Effectivement, on va chacun présenter dans notre langue maternelle et la traduction nous permettra d'avoir toutes les délégations touchées. Les questions, je pense qu'on va les prendre à la fin. Donc si jamais vous avez des questions, notez-les, gardez-les sur un coin de la tête et puis on aura un temps d'échange à la fin des présentations. L'objectif de cette première présentation, qui sera courte, c'est uniquement faire une petite présentation du contexte, donc des émissions de gaz à effet de serre en élevage, et également de pouvoir ensuite présenter très brièvement le projet Live Beef Carbon. Peut-être que les éleveurs qui sont là savent un peu ce qui a été fait sur leur ferme, leur montrer que l'organisation du projet. Et ensuite, il y aura un point d'avancement et les derniers résultats qui sera présenté avec un témoignage d'éleveurs un peu plus tard. C'était juste ce schéma pour vous illustrer que l'agriculture, l'élevage, est au carrefour avec de plusieurs problématiques environnementales et territoriales et que nous, même si l'objectif principal du projet, c'est de nous intéresser aux gaz à effet de serre et donc aux compartiments aériens, atmosphériques, le projet quantifie également les impacts positifs de l'élevage sur le sol à travers le frein de l'érosion ou d'autres l'apport de matière organique, d'autres indicateurs, les effets sur l'eau, notamment avec des balances azotées, mais aussi demain ça pourrait être aussi de pouvoir évaluer l'impact sur les traitements phytosanitaires d'un maintien de l'élevage dans les territoires. Et également l'impact social et économique à travers garder des territoires en bonne santé avec une activité économique dessus, une activité primaire qui en génère aussi d'autres après, et aussi un entretien des paysages qui est intéressant. Donc c'était pouvoir bien prendre en compte les autres thématiques également.
Alors, comme on l'a présenté depuis ce matin, c'est vrai que l'élevage, et on peut, spécialement quand on travaille dans ce secteur, trouver qu'il est pas mal, il y a pas mal d'argumentaires à charge contre l'élevage, notamment depuis un rapport de 2006, qui était un rapport de la FAO, avec Livestock Long Shadow, qui était la grande ombre portée par l'élevage. On avait vraiment l'impression que le bovin était Dark Vador là et allait assécher complètement la terre. Depuis, on a pu faire pas mal d'études et pouvoir changer beaucoup des argumentaires de ce rapport. Bon, l'objectif, c'est de continuer à démonter les arguments qui n'étaient pas bons et d'avoir des choses plus précises et surtout scientifiquement très carrées, pour ne pas qu'on ne puisse nous le reprocher, en tout cas d'être, disons, plutôt avec du parti pris. Donc effectivement, on a pas mal de publications qui nous disent que ici, est-ce qu'on mange trop de viande? Est-ce que ici c'est une compagnie aérienne qui disent que les cows, les vaches, donc émettent plus que leurs avions? Là, c'est la SNCF, donc les trains en France, qui disent que les vaches qui regardent passer les trains émettent moins de CO2 émettent plus de CO2 que les trains eux-mêmes, etc., etc. Donc c'est pouvoir essayer d'objectiver tout ça et surtout de pouvoir le faire soit via les conseillers agricoles, mais surtout via les éleveurs, parce que c'est eux, on voit bien que quand un scientifique parle, ça a toujours moins de poids que lorsque c'est un éleveur aussi, pour peu qu'il y ait un discours bien carré et qu'il y ait des vraies références scientifiques qui soient citées. L'effet de serre, très brièvement, l'effet de serre, c'est quelque chose de nécessaire à la surface du globe, puisque c'est ça qui nous permet, si jamais il n'y avait pas d'effet de serre, on aurait une température moyenne de moins 18 degrés. Et donc le fait d'avoir une atmosphère et un effet de serre nous permet d'avoir une température de plus 15 et de pouvoir vivre sur Terre tout simplement. Donc le problème, c'est quand l'effet de serre se renforce, et que du coup l'atmosphère se renforce en gaz à effet de serre, et là on a un risque de déséquilibre avec une augmentation globale de la température du globe, mais qui n'est pas forcément une augmentation systématique et la même partout. Donc on va appeler, plutôt qu'un réchauffement climatique, on va appeler ça un dérèglement climatique ou un changement climatique. On peut le voir, je ne sais pas si au Japon il y a toujours eu des typhons, mais là il y en a pas mal en ce moment. En tout cas, c'est aussi ces phénomènes extrêmes justement qui sont de plus en plus fréquents. Alors les sécheresses, les tempêtes, etc., les phénomènes climatiques qui sont de plus en plus fréquents sur disons la deuxième partie du XXe siècle, où on a vraiment des mesures qui sont très cadrées. On a également donc des écosystèmes perturbés avec une perte en biodiversité, des productions agricoles en baisse, on peut le voir dans certaines régions, je pense dans les quatre pays qui font partie du projet. Et des risques sanitaires accrus avec des moustiques qui remontent, etc., et globalement la montée du niveau des océans. Donc on a des risques pour les sociétés humaines, et l'idée c'était de pouvoir essayer de limiter ce changement climatique. Comment ? En jouant sur nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on va tous... là, c'était juste une petite image qui montrait comment on allait se retrouver dans 25 ans, pardon, à la fin du 21e siècle, excusez-moi, si on était sur une tendance du changement climatique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc Paris se retrouverait, alors je ne sais pas la ville espagnole qui est là, mais à la frontière portugaise, on va dire. Tout le monde se retrouve en Espagne. Bon, j'imagine qu'on vit bien en Espagne, puisqu'on a des Espagnols dans la salle. Mais en tout cas, on aurait un vrai changement climatique, en tout cas, qui serait important. Donc l'idée, c'est de pouvoir déjà limiter ce changement et ensuite aussi s'y adapter. Donc pour pouvoir limiter ce changement, il faut savoir donc quels sont les secteurs émetteurs. Et là, on va voir donc les principaux secteurs émetteurs. Les transports viennent en premier, l'industrie en deuxième, l'agriculture, l'énergie, le bâtiment et les déchets. Alors, suivant les périmètres, on a toujours des petits changements de quelques pourcents. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'agriculture est peut-être le troisième secteur, quasiment équivalent à celui de l'énergie, mais il y a deux spécificités principales, qui est d'une part, on n'est pas dans le déstockage massif de carbone fossile, type pétrole, charbon, etc. Nous, nos émissions de l'élevage, elles vont venir d'abord du méthane, c'est-à-dire un cycle naturel du carbone qui va, en fait, les vaches mangent de l'herbe ou des végétaux, donc le carbone qui a été stocké par ces végétaux va être réémis par les vaches sous forme de méthane.
Et donc il y a cette première spécificité. La deuxième, c'est que l'agriculture permet de stocker également du carbone, et ça, c'est le seul secteur qui peut stocker du carbone parmi tous ces secteurs émetteurs. Donc on aimerait, nous, de notre côté, et c'est aussi un des objectifs du projet BIF Carbone, que la Commission européenne, les experts du climat, prennent en compte ce stockage carbone également, que permet l'agriculture. Donc voilà les deux principales spécificités. Nous, au niveau de l'élevage, on va avoir 3 gaz principaux qui sont émis, le CO2, le protoxyde d'azote et bien sûr le méthane, qui va être plus de 50% de nos émissions sur les fermes, autour de 50% pour effectivement certains engraisseurs spécialisés où on a un peu moins de 50%. Donc ça, ce sont des chiffres au niveau français. L'agriculture, c'est 20% des gaz à effet de serre totaux, l'élevage, c'est 15%. Donc il y a 5% pour les autres cultures, l'élevage de ruminants c'est 10 et l'élevage bovin-viande c'est 5. Et encore une fois, quelque chose d'important à avoir en tête, c'est qu'en France par exemple, ça c'est au niveau mondial, on a 800 milliards de tonnes de carbone qui sont dans l'atmosphère et qui participent au réchauffement climatique, d'accord, à l'effet de serre. On a exactement la même quantité dans les 30 premiers centimètres du sol. Donc les pratiques agricoles et ce qui se passe sur les fermes, ça a un grand impact sur la dynamique. Justement, est-ce qu'ici on va enrichir le stock ou est-ce qu'au contraire on va en émettre plus vers l'atmosphère? Donc il n'y a pas que nos vaches qui émettent, il y a aussi nos pratiques agricoles au niveau des productions végétales. Encore pour finir ce contexte, je voulais juste mettre quand même des chiffres importants. Donc ça, ce sont des chiffres français. C'est comparable, j'ai vérifié, c'est relativement comparable dans les 3 autres pays, donc en Espagne, en Italie et en Irlande. Ici, c'est la part des différentes émissions d'un citoyen comme vous et moi. Okay, on a moyenné quelqu'un et on regarde à peu près combien il émet pendant une année. Eh bien, la moitié de ces émissions, carrément, ça va être l'équipement et les services. On change de smartphone, on achète une nouvelle télé, on achète un lave-linge, etc. etc. Donc ça, c'est la moitié. Un quart, c'est le transport. C'est-à-dire d'aller en voiture pour aller travailler, par exemple, ou prendre un autre moyen de transport. Le logement avec le chauffage, ici. Et à peu près 15%, 15 à 20% pour l'alimentation, qui est quand même un besoin primaire. Donc ça veut dire que pour répondre à ce besoin primaire, finalement, on n'a que 15% de notre empreinte carbone qui est liée au fait de se nourrir. Et donc un citoyen, c'est 12 tonnes de CO2 par an, et c'est l'équivalent de 2 vaches adultes. Okay, 2 vaches à peu près des gabarits d'une limousine. Donc c'est aussi ça, si jamais on en parle avec d'autres personnes, des gens de notre famille ou des décideurs, en tout cas c'est important d'avoir ces ordres de grandeur un petit peu en tête pour pouvoir remettre l'église un peu au centre du village. Et encore une fois, alors là il y a beaucoup de chiffres. Ce que je voulais juste vous dire, donc dans ce tableau qui est un peu imbuvable, il y avait 2 chiffres que je voulais vous montrer. C'était ça, donc dans l'empreinte carbone d'un citoyen, 5% de son empreinte est liée à la consommation de viande de ruminants. Okay, à peu près 5%. Là, on ne compte pas le stockage. Si on compte le stockage carbone, on baisse, on doit être autour de 3%. Okay, et ce que je voulais juste vous montrer en face, c'est par exemple les transports qui sont 25%, ou ne serait-ce que les habits, peut-être un peu plus en Italie parce qu'on aime bien s'habiller, mais on est à 6,31% de l'empreinte carbone. Donc c'était pour vous dire que on est sur quelque chose qui est quelque part, bon, les habits c'est nécessaire quand même, mais on est quelque chose de moins fondamental quand même que la consommation alimentaire. Et enfin après on peut voir tous les autres biens et services qui sont beaucoup plus importants. Voilà à peu près. Donc en partant de ce constat-là, nous, l'objectif du projet Live Beef Carbone, c'était bien on est 5% des émissions, c'est pas une raison pour rien faire. Nous, il faut qu'on montre que le secteur agricole est engagé et qu'on réduit volontairement nos émissions. Et donc, c'était d'essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les élevages, sans pour autant handicaper la performance économique, bien sûr, ou technique des élevages. Et donc du coup ce projet avec 2000 éleveurs qui dure 5 ans, donc qui finira à la fin de l'année 2020, l'objectif c'était d'essayer de réduire de 15% l'empreinte carbone de la viande. Et en ayant réduit de 15%, on pourra dire, bah voilà, nous on a apporté notre pierre à l'édifice, maintenant peut-être qu'il faut prendre un peu moins l'avion pour aller en week-end, peut-être qu'il faut prendre une douche de 5 minutes au lieu d'en prendre une de 15 minutes, etc. etc. Tous les autres leviers qu'on peut mettre à profit pour aussi réduire l'empreinte carbone des citoyens.
Et donc on l'a intitulé un peu un plan de performance technique, économique et environnementale de la production de viande bovine. Donc voilà, pour montrer que l'économie était au cœur de nos préoccupations. Donc voilà les régions qui sont dans le projet. Bon, il y a toujours pareil, l'Irlande, désolé, il y a un petit bout là que j'aurais dû mettre en blanc, puisque l'Irlande du Nord ne fait pas partie du projet. Du coup, en France, on a d'autres régions qui ont embrayé aussi, hein, qui sont maintenant parties également de la démarche. Et donc voilà, je voulais remercier tous les partenaires, spécialement les partenaires italiens qui nous accueillent aujourd'hui, hein, Asprocarne, Unicarve et puis Crea, bien sûr. Donc voilà les différents partenaires, on en a 57, ce qui fait que c'est vraiment un gros projet européen. Et à chaque fois qu'on peut le présenter à la Commission européenne, à Bruxelles ou à d'autres événements, c'est quand même un projet qui a du poids et où ils sont très très preneurs de retour aussi des éleveurs. Alors peut-être, voilà, si jamais il y a un éleveur qui parle très bien anglais, on a besoin d'un éleveur le 6 novembre, partie du projet. Donc si jamais, voilà, pour aller intervenir à Bruxelles, donc c'est un appel aux bonnes volontés. Donc du coup la valorisation par la filière, donc déjà c'était de pouvoir développer des outils de quantification parce qu'on ne savait pas trop comment calculer ces empreintes carbone au départ. Ensuite de pouvoir sensibiliser les techniciens et les éleveurs, et là je pense encore une fois, je le répète, mais que les éleveurs c'est ceux qui parlent le mieux de ce sujet-là et qui sont le plus intéressants pour pouvoir inverser un peu la tendance de agri-bashing là. Et donc ensuite, une fois qu'on connaît cette empreinte carbone, l'objectif c'était quand même de la réduire. Et là, on va se rendre compte, hein, dans les présentations plus tard, que finalement on a un parallèle entre l'économie et la performance carbone, ce qui nous va bien, parce qu'en fait, tout en s'améliorant au niveau technique, on arrive à réduire nos empreintes. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est forcément un coût supplémentaire pour l'éleveur, hein. Donc on va y venir un petit peu après. Et donc de pouvoir identifier, tester et promouvoir des pratiques d'élevage bas carbone pour dire, voilà, pour réduire de temps, eh bien, ça va nous permettre, ça a tel impact sur l'économie et ça va nous permettre de, je sais pas, mettons, j'abaisse de 6 mois mon âge au premier vélage, eh ben, j'aurai tant de gaz à effet de serre de moins émis. Et enfin, donc, pour donner vie après le projet, c'est d'essayer de faire le plan carbone des filières viande dans les 4 pays européens pour pouvoir avoir une vie également après ce projet de 5 ans. Ce projet, donc, le départ, c'était un cadre méthodologique et la formation des conseillers. On avait 2 grosses actions qui étaient d'une part diagnostiquer 2000 fermes pour avoir un peu savoir les systèmes, comment se caractériser les systèmes. Ça, c'est quasiment fini. Et également suivre 170 fermes innovantes qui sont vos fermes, hein, les éleveurs qui sont dans cette salle pour la plupart, où là on va vraiment essayer également de faire des simulations pour voir comment ça va bouger si jamais je change, je mets moins de concentré, je change ma fertilisation, etc. etc. Et donc le plan carbone qui était le résultat final. Il y a 3 outils qui ont été utilisés, qui vont être présentés après. Donc un outil Cap2ER qui est en Italie et en France, Carbon Navigator qui est utilisé en Irlande et Bovit CO2 en Espagne. L'indicateur, c'est le kilo d'équivalent CO2 par kilo de viande vive produite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu au départ, un consensus qu'on a eu au départ. On a eu donc plusieurs techniciens formés, 200, et ça continue encore, à ces outils-là. Donc si jamais il y a des voisins à vous qui veulent pouvoir évaluer leur empreinte, qu'ils n'hésitent pas, hein. Maintenant il y a pas mal de structures de conseil qui sont formées, et peut-être qu'il faudra faire aussi plus de formation envers les éleveurs si jamais vous êtes intéressés, hein, des sessions de sensibilisation, on peut tout à fait le faire. Les premières conclusions, je dirais au moins, c'est que déjà on a eu un relativement bon retour des 2000 éleveurs volontaires. Moi je pensais qu'on allait dire les gaz à effet de serre, on a déjà l'eau, les pesticides, la fertilisation, etc. On en parlera plus tard. Finalement je trouve quand même qu'il y a eu plutôt un bon retour. On a eu plus de 2000 éleveurs diagnostiqués, donc ça c'est déjà pas mal, qu'en fait on est allé au-dessus de nos objectifs, que toutes les familles de conseil ont joué le jeu et qu'on avait une bonne corrélation, encore une fois, entre les résultats technico-économiques et les performances environnementales. Et voilà que c'est une démarche filière qui est à poursuivre, je pense, et profiter pour pouvoir communiquer un maximum aussi auprès du grand public. La communication grand public n'était pas une action
qui faisaient partie du projet au départ. Je pense que maintenant qu'on a on voit bien que c'est les préoccupations légitimes des éleveurs aussi, hein, cette communication grand public. Je pense qu'on pourra peut-être mettre des actions plus tard pour pouvoir communiquer également. Et juste pour vous montrer, je conclurai sur cette diapo, c'était pour vous dire aussi qu'on avait travaillé donc, sur la valorisation possible des réductions d'émissions. Si jamais un élevage émet 500 tonnes une année et émet 500 tonnes de CO2 une année et en émet 400 tonnes suite à un plan carbone, et réduit ses émissions, eh bien les 100 tonnes de différence pourraient être vendues de manière volontaire pour générer des crédits carbone. Aujourd'hui, le prix du carbone est relativement bas, mais c'est juste pour vous dire que les filières ont travaillé là-dessus et qu'on pourrait émarger à ce type de dispositif. Donc si jamais on veut en parler plus tard, je serai aussi disponible pour en parler et puis pour échanger pendant ces 3 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir poser des questions entre les pauses ou à midi. Voilà. Donc merci à vous. Adesso c'è una breve presentazione sul progresso dell'attività che è stata realizzata in Francia. Donc bonjour à tous, je suis Mathieu Velgue, donc je travaille à l'Institut de l'élevage avec Jocelyn et donc je travaille sur le projet Live Beef Carbone en charge des parties sud, donc Auvergne, Bourgogne, Midi-Py et également un nouveau projet régional en Nouvelle-Aquitaine. Donc je ne vais pas faire la présentation tout seul. Après, il y aura un témoignage des éleveurs un éleveur de l'Allier avec son technicien. Et donc on a souhaité présenter un peu dans les relations transalpines qu'on a avec l'Italie, présenter un élevage naisseur charolais qui vend des broutards pour l'Italie. Voilà. Donc du coup, ça nous permettra de voir l'ensemble de la chaîne. Un naisseur français et l'engraissement qui est fait en Italie. Alors, en France, on avait à peu près 1750 diagnostics de niveau 1. Donc c'est des diagnostics qu'on a fait qui étaient essentiellement pour faire de la sensibilisation et de la diffusion de résultats, donc qui nous permettaient de chiffrer les contributions positives de l'élevage et avoir une première empreinte carbone de l'élevage. Ensuite, on a fait des diagnostics un peu plus poussés, ce qu'on appelle des diagnostics de niveau 2. On en a fait 200, sur lesquels on a réalisé des plans d'action qui visent à réduire les émissions de carbone de l'élevage et qui prennent en compte, on va dire, les objectifs de l'éleveur en termes économiques, environnementaux et sociaux. Donc je vais vous présenter des premiers résultats, tout d'abord en termes de contribution positive, parce que l'élevage contribue positivement, à savoir des objectifs de performance nourricière. L'élevage français de la ferme Beef Carbone nourrit 428 personnes par an sur la base du contenu du protéine en animal. Il permet de stocker 442 tonnes de carbone et il permet également de contribuer à la préservation de la biodiversité à travers 175 hectares de biodive. Donc voilà pour les parties positives. Je vais vous présenter des résultats essentiellement des fermes naisseurs. Parce que voilà, en France, on a toutes les typologies. On a des naisseurs-engraisseurs avec achat, etc. Donc là, je vais vous présenter essentiellement les résultats sur des systèmes naisseurs où, vous voyez, on a des niveaux d'émissions qui sont à 18,3 kg équivalent CO2 par viande vive. Un stockage, alors là la valeur ne s'affiche pas, mais qui est à peu près de 8, où on est grosso modo à 40 à 50% de stockage des émissions, ce qui nous fait une empreinte brute de 10,3 kg équivalent CO2 par kilogramme de viande vive produite. Ce qu'on s'est tout de suite aperçu, c'est qu'on avait des variabilités extrêmes en termes de résultats sur ces résultats. Sur un échantillon de 450 fermes naisseurs, vous voyez qu'on a des niveaux d'émissions brutes, donc c'était la partie juste avant ici, là, les 18,3, qui vont d'une empreinte de 9 et qui montent sur des niveaux assez élevés.
50% de notre population se situe entre 15 et 20 en émissions. Donc nous, notre objectif dans le programme, c'est de savoir pourquoi cette population est ici et comment on la ramène dans cette population. Et là, on a un potentiel de diminution qui est très important. Alors quand on regarde les résultats en termes de performance, vous avez j'ai repris, on a comparé sur le même échantillon, les 450 fermes naisseurs, ce sont les résultats moyens, des performances de reproduction, enfin de production, avec la productivité, le chargement apparent et la consommation d'intrants, l'apport azote minéral, de carburant et de concentré. Et à côté, vous avez les moyennes des performances environnementales. Dans ce même échantillon, on a été regarder notre top 10 sur la moyenne, c'est-à-dire les 10% meilleurs en termes d'émissions par rapport dans notre échantillon. Et à l'inverse, on a regardé notre bottom 10, qui est les 10% qui ont les moins bonnes émissions, donc qui ont un niveau d'émission assez élevé. Et donc on s'aperçoit vite, tout d'abord qu'on a un écart entre notre top 10 et notre bottom 10 assez élevé, entre moins 30 et plus 30%, et qui correspond essentiellement à des variations de performance de production, à savoir la productivité qui est de 361 contre 300 en essor et 212 sur notre bottom 10. Donc on a des élevages qui produisent plus en utilisant également moins d'intrants. Voilà, vous avez des niveaux d'intrants, d'apport d'azote minéral plus faibles et des consommations en concentré bien plus faibles. Donc on retrouve toutes nos performances qu'on avait déjà établies sur des caractères d'efficience de système, c'est-à-dire comment j'arrive à produire autant avec moins de concentré ou comment je produis plus avec autant de concentré, voilà, ou autant d'intrants. Je ne rentre pas dans tous les résultats techniques, après c'est pas l'objet de la présentation, mais bon, on a tout détaillé pour voir à peu près sur quelle performance il faut travailler. On va axer essentiellement notre travail sur la productivité, et donc derrière ça va être essentiellement des caractères de maîtrise de reproduction qui sont en jeu. C'est comment faire baisser des animaux improductifs par rapport à le total d'animaux productifs. La productivité, elle a un enjeu fort dans notre méthodologie parce que c'est le dénominateur de notre équation, mais c'est également des temps de présence d'animaux qui sont importants dans les élevages et qu'il faut essayer de réduire. Voilà. Donc on va travailler sur des indicateurs, sur des tableaux de bord pour essayer de convaincre les éleveurs à toujours travailler dans ce sens, et donc on améliorera les résultats tout d'abord techniques et économiques, et après environnementaux. Ou dans l'autre sens, selon les désirata des éleveurs. Juste une petite slide sur les résultats. Donc on a bien illustré la forte variabilité. Alors je vous ai présenté sur le système naisseur, mais on a exactement les mêmes variabilités sur les autres systèmes. Peut-être un peu moins sur les systèmes naisseurs-engraisseurs, parce que ce sont des élevages qui sont un peu plus suivis techniquement. Nous avons des postes d'amélioration des potentiels d'amélioration sur tous les postes. On a le lien positif avec les résultats technico-économiques. Et donc après, on a travaillé sur les fermes innovantes, donc sur 200 fermes, 120 en France, savoir comment techniquement on pouvait réaliser un plan d'action pour réduire les émissions, l'empreinte carbone des élevages français. Donc on a réalisé 125 diagnostics sur lesquels on a réalisé des plans d'action, et nos partenaires ici présents dans la salle ont réalisé des fiches donc, qui montrent le diagnostic initial avec le niveau de performance en termes de gaz à effet de serre et un plan d'action donc, qui liste différents leviers d'action à mettre en place sur l'éleveur avec différents objectifs à obtenir, les différentes modalités d'application et l'effet que ça donne sur les résultats initiaux. Donc juste après, Daniel et Jérémy présenteront un plan d'action mené sur une ferme française. Ces fiches également nous permettent de communiquer et d'être le support pour des portes ouvertes, des témoignages, et pour expliquer à la presse et au grand public ce qu'on réalise.
Alors Jocelyn l'a redit dans l'introduction du projet. C'est vrai que c'est très important que les éleveurs s'accaparent du sujet et puissent expliquer ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc on a essayé d'avoir des supports un peu plus pédagogiques pour le grand public, parce que c'est vrai que quand on parle carbone, c'est compliqué, et rien que nos unités sont des fois un petit peu barbares. Donc voilà, on se sert de ces supports pour communiquer positivement, et là vous reverrez, il y a des éleveurs qui sont ici présents dans la salle, qui sont sur les diapos. Alors sur les 125 plans d'action, on les a analysés. On obtient, en termes de résultats, un potentiel de réduction d'émissions de moins 12%. Alors vous l'avez vu, dans l'introduction, le projet était à moins 15, l'objectif était à moins 15. Bon, c'est pas grave, on n'est pas trop loin. Par contre, on sait que ce moins 12, il a été réalisé dans des réelles conditions, avec des objectifs d'éleveurs, également en termes économiques. C'était pas le but d'obtenir le maximum de réduction en carbone en dégradant d'autres critères. Alors répartition, on s'aperçoit qu'on a quasiment 60-70 qui sont compris entre un potentiel de réduction de 0 et moins 10%, et ensuite on va jusqu'à moins 30. Voilà. Bon, on s'aperçoit vite que dans nos résultats, ici, on est déjà sur des fermes qui sont optimisées technico-économiquement et qui ont déjà des productivités de l'ordre de 90%. Voilà, donc des taux de productivité numérique déjà maîtrisés, avec des bonnes capacités en reproduction. Ensuite, dès qu'on est un peu plus sur des systèmes dégradés, on a un peu plus de marge de manœuvre, ce qui accentue notre delta de gain carbone. Alors plusieurs explications. Déjà la situation optimisée de notre échantillon, parce que c'est pas facile d'aller dans toutes les fermes et de récolter des données et de trouver des éleveurs mobilisés sur ce genre de problématiques. On a également un effet conjoncturel fort. Alors Daniel y reviendra tout à l'heure, mais en France, oui, je pense que toutes les zones sont préoccupées, mais c'est vrai que sur le bassin allaitant, ça fait 2-3 ans, c'est dur. Et donc dur par des effets de sécheresse répétitifs qui réduisent nos marges de manœuvre. Mais bon, il faut quand même continuer à travailler dessus. Mais bon, c'est quand même un effet explicatif de ce résultat. Ensuite, bien sûr, on a des effets de conseillers où certains sont plus optimistes que d'autres. Donc également, un autre travail qu'on a réalisé, c'était à partir de toutes ces simulations qu'on a réalisées en ferme, on a identifié différents leviers d'action sur lesquels on a travaillé en groupe pour essayer de travailler en modélisation. Donc ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Exemple d'un travail où on travaille d'une simulation qu'on travaille sur la fertilisation minérale. Bon, pour un cas type, un essor-engraisseur de jeunes bovins de 120 UJB avec 85 hectares. On avait une fertilisation initiale qu'on appelle non optimisée, mais qui est à 85 unités d'azote minéral par hectare. Ça peut sembler gros pour certains d'entre vous, faible pour d'autres. Voilà, si on adapte la fertilisation déjà au potentiel des sols et donc à un rendement moyen de maïs, on peut baisser à 60 unités d'azote. Alors déjà, ça nous fait ce gain de 25 unités d'azote par hectare nous fait un petit gain économique de 2000 €, mais en empreinte carbone, on est déjà à moins 3%. Voilà. Si on continue plus loin sur un travail de fertilisation, en ajoutant des légumineuses, on peut tomber à 40. On augmente encore notre delta, on monte quasiment à 4000 € et on atteint moins 7% en variation empreinte carbone nette. Voilà. On est sur une situation qui n'était pas optimisée, mais on en rencontre encore. Voilà. Autre exemple sur lequel on a travaillé, alors en France, on a la particularité d'avoir des races qui veulent tardivement par rapport à certains. On est encore sur des dates moyennes des âges au vélage de 36 mois. Donc on travaille également à la réduction de l'âge moyen au vélage des génisses.
Alors on a comparé des situations où on réduisait l'âge au vélage d'un système naisseur charolais avec engraissement des femelles. Donc 110 vélages sur 165 hectares de SAU avec beaucoup d'herbes. Donc on a fait deux situations. Soit on diminuait, on était en isovélage, c'est-à-dire qu'on gardait le même nombre de vélages sur l'exploitation, et donc on diminuait le nombre d'UGB, soit on était en iso-UGB, c'est-à-dire on conservait le même nombre d'UGB, mais on augmentait le nombre de vélages. Voilà. Bien souvent, dans toutes les simulations qu'on a rencontrées, on était essentiellement en iso-vélage. L'ISO-UGB va rentrer dans des problématiques où l'exploitation est en phase de croisière, il faut rentabiliser un bâtiment, enfin, il y a des annuités à rembourser et donc il faut que ça sorte de la viande. On a comparé après deux types, une réduction à 30 mois, donc ce qui induit 2 périodes de vélage, et une réduction à 24 mois. Voilà. Vous voyez que sur on a fait des modélisations en intégrant toutes les caractéristiques de chargement et également les performances alimentaires des animaux pour avoir des performances de croissance suffisantes pour pouvoir faire naître des génisses plus tôt. Voilà. On a des potentiels qui vont de -4 à -14%. Donc, ce qui veut dire que rien qu'avec... bon, c'est pas facile de réduire, de faire du vélage à 2 ans, mais on atteint déjà quasiment notre objectif de -15% sur un système comme ça. Donc, des gains sont possibles et nécessitent des améliorations techniques et dont on va essayer de sensibiliser les techniciens et les éleveurs. Avec ce travail, on a établi des fiches techniques qui nous permettent de reprendre les résultats qui étaient dans le tableau précédent, d'expliquer comment on les réalise et également de se servir des éleveurs qu'on a dans le programme, des éleveurs innovants, qui peuvent témoigner sur les pratiques qu'ils ont mis en place et comment ils ont réussi à les mettre en place chez eux, ce qui peut favoriser l'échange et dire que c'est possible chez moi, c'est possible chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, on travaille actuellement sur des fiches techniques qui seront diffusées aux techniciens et aux éleveurs du programme dans un premier temps, et après à l'ensemble de la filière bovin-viande en France. Ça pourrait être repris dans les autres pays s'ils le souhaitent, s'ils veulent se servir de ces modélisations, mais qui nous permettront d'aller plus loin dans le conseil. Voilà pour la partie résultats. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Jérémy Leroy et Daniel Lafay vont venir. Donc, tout d'abord, merci à eux. Alors, Jérémy va tout d'abord présenter sa ferme. C'est quand même la personne la plus adaptée. Et après, Daniel va présenter un peu les résultats techniques qu'il suit sur cette ferme et comment il a réalisé un plan d'action dans le cadre du projet Beef Carbone. Bon, merci Mathieu. On va essayer de concrétiser un petit peu à travers un témoignage ce que tu viens de dire. Je pense que ça va bien. Alors, c'est à gauche ? Non. Bon. Comment je passe ? Il faut que tu passes là. Alors, attends. Excusez-moi. D'accord. C'est bon ? Excusez-nous. Voilà, donc Jérémy va présenter son exploitation. Donc vous voyez les différentes zones françaises qui étaient concernées. Moi, je suis Daniel Lafay de la Chambre d'agriculture. Au niveau de la Chambre d'agriculture d'Allier, on a réalisé 55 diagnostics de niveau 1 et on avait 8 exploitations innovantes, dont celle de Jérémy. Donc là, vous voyez l'Allier où on se situe. Voilà. Et les caractéristiques de notre département, c'est donc une zone herbagère en grande majorité, avec des prairies permanentes qui occupent à peu près la moitié de la surface, un peu plus, des cultures de vente qui sont souvent inférieures à 15% de la SAU, et un chargement qui est le plus souvent compris entre 1 UGB hectare et 1 UGB 20, ce qui représente à peu près 0,6 à 0,8 vaches par hectare,
sur des systèmes, en majorité des systèmes broutards, des systèmes maigres sur les mâles et souvent avec engraissement des vaches de réforme. Voilà. Donc Jérémy se situe à la limite du département de l'Allier et du département de la Loire, donc à l'extrémité est du département. Il va vous présenter donc les caractéristiques un petit peu de son exploitation. Et puis après, on reprendra les résultats du bilan environnemental. Merci. Bonjour tout le monde. Donc je suis sur une exploitation de 144 hectares, dont 134 en herbe, beaucoup de prairies permanentes et beaucoup de haies, 14 km de haies. Donc voilà, j'ai 110-115 vélages, production de broutards et de broutardes, commercialisés pour la plupart dans l'hiver et puis en direction de l'Italie. Je finis, toutes mes vaches de réforme sont finies en engraissement. L'objectif, c'est l'autonomie alimentaire maximale, limiter les achats extérieurs et surtout pour limiter les correcteurs azotés, quoi. Donc, mais depuis 2015, on a eu un cycle là, depuis 5 ans, beaucoup de sécheresse, 2015, 2018 et surtout cette année, 2019. Les photos vont pas bien être représentatives parce qu'on les a fait la semaine dernière, ça a reverdit. Mais on a eu 3 mois de sec, c'est-à-dire comme de la terre, quoi. Plus d'herbe, plus rien. Donc c'était vraiment triste. Donc voilà l'exploitation, une partie d'exploitation, surtout qui représente des parcelles moyennes en superficie, avec des arbres qui montrent le paysage d'une partie de l'Allier. Donc l'entretien là, des haies, ça représente 15 jours de broyage de haies à l'automne, ce qui permet par contre de limiter les parcelles, de faire des abris pour les vaches et d'avoir de la biodiversité. Donc après on arrive justement à ce que je vous disais tout à l'heure, distribution de fourrage depuis le 1er juillet. Donc les vaches sont maigres, elles sont à un niveau d'état de 2,5-3, donc c'est bas, quoi. Après, donc on est obligé d'apporter du fourrage à tous les lots. Après, par contre, on a l'effet inverse pour l'hiver et au printemps, un terrain hydromorphe. Donc c'est-à-dire on a des fossés, des rigoles pour drainer toute cette eau qui tombe l'hiver et qu'on a un sol qui est très humide et que les parcelles sont abîmées par les bovins au printemps. Donc là, après les bâtiments, donc c'est tout déstabilisation air paillé. Donc tous les bovins sont hivernés en bâtiment l'hiver sur une durée de 120 à 130 jours, due au sol hydromorphe. Donc, oui, l'objectif, c'est donc avoir des bâtiments très fonctionnels pour faire le ponçage des animaux rapides, pour gagner du temps et avoir du temps libre pour la famille. Donc après, donc toujours dans les mêmes objectifs, c'était d'avoir des vélages groupés. Donc il y a 130 femelles mises à leur repos, dont 30 génisses, avec presque tout en monte naturelle, 5 taureaux, voire presque 6, ça dépend des années. Et donc arriver à 108 veaux vivants au sevrage pour essayer d'avoir un meilleur taux de réussite possible. Donc beaucoup de prévention et de surveillance. Donc après, et donc un gros pic de vélage janvier, février, surtout en janvier, entre le 15 janvier et 30 janvier, là il y a un gros pic. Donc après, toutes les ventes, c'est 3/4 en maigre. Donc voilà, il y a les chiffres, la moitié des broutards, après tout en broutard. Il y a une centaine de ventes au total, quoi. Et donc après, c'est tout avec mon organisation de producteurs, la SICAREV, un gros groupe au cœur de la France, qui travaille, dont Deltagro, qui travaille beaucoup avec l'Italie. Et voilà. Et donc vaches et broutards, je suis dans les moyennes. Et puis par contre, il me manquait un peu de poids sur les broutards du fait que c'est toutes les petites et les moins jolies du cheptel que je ne garde pas pour le renouvellement.
Donc après, en résultat de production, c'est les résultats 2016, donc j'étais un peu bas en production brute par rapport à la référence, 290 kg par UGB, la référence 320, mais depuis j'ai remonté, en 2018 j'étais à 320 justement. Donc on a mis des choses en place pour atteindre cet objectif. Et après, dû aussi tout ça, c'est manque de kilos, dû aux sécheresses 2015 et qu'on a eu une grosse baisse de production. Et après, en coût d'aliments, voilà, 0,59, dû aussi à toutes ces sécheresses consécutives qu'on a actuellement. Donc, c'est bon. Ouais. Donc, alors, la conduite des surfaces. Donc en 2016, j'étais à 1,35 en UGB hectare. Donc je pratique le pâturage tournant, récolte 20% en ensilage, 80% en foin, ensilage d'herbe, pardon. Et ce qui me permet de produire 350 tonnes de matière sèche. Et par contre, depuis, là, on a mis une chose en place, j'ai réduit mon nombre de vaches. Du coup, je suis passé en 2018 à 1 UGB 20 pour pouvoir être plus à l'aise en autonomie alimentaire pour mes bovins. Et du coup, sur la fertilisation, ouais, un petit clin d'œil sur la fertilisation, quoi. Mais sur le clin d'œil, justement, on s'est équipé d'un épandeur à engrais avec pesant et barre de guidage avec la CUMA en copropriété pour justement encore réduire cet impact de fertilisation et faire des économies et être meilleur sur la fertilisation. On va se relayer un peu, on va se reprendre. Parallèlement à ce bilan de production, un bilan environnemental, avec l'outil Cap2R. Donc ça a été réalisé il y a 2 ans, en novembre 2017, sur la situation de 2016. Donc là, vous avez un récapitulatif des différents effets. Donc en émissions brutes, on était un petit peu au-delà de 1000 tonnes. Et parallèlement, vous avez vu donc une majorité de prairies permanentes. Donc on a 119 hectares de prairies permanentes sur les 134 hectares d'herbe. Et donc ça permet un stockage, donc ça permet de limiter, de compenser 30% de l'émission brute. Donc on aura à peu près 700 tonnes d'émissions nettes, d'empreinte nette carbone. Dans les contributions positives, donc on entretient 141 hectares de biodiversité, donc un petit peu plus que la surface réelle. On a des coefficients qui permettent de prendre en compte l'effet, notamment l'effet des haies et des prairies permanentes. Donc 141 hectares. Et on nourrit la capacité nourricière, donc 505 personnes par an. Donc on a vu les chiffres moyens tout à l'heure. On est un petit peu au-delà des moyennes sur une structure qui est de taille à peu près similaire à l'échantillon national. Donc si on revient un petit peu en détail sur les émissions, donc en émissions brutes liées au manque de production sur 2016, on a une émission qui est un petit peu supérieure à ce qu'on a vu tout à l'heure en moyenne, ou ce qu'on voit ici sur les réglettes, par rapport aux naisseurs. Là on a la médiane qui est à 16,9 et là on est à 19,4. Donc ça, c'est une émission brute qui doit pouvoir redescendre si on travaille sur la production, sur la production des animaux, sur les croissances, si on augmente un petit peu la productivité du troupeau. Et au niveau du stockage, donc on est à 5,8 lié donc aux 14 km de haies et aux 119 hectares de prairies permanentes. On voit qu'on est assez proche des chiffres là qui sont avancés à partir des fermes de référence et sur plusieurs années. IDEL a analysé pendant plusieurs années tous les résultats des fermes de référence. Et donc, je le disais tout à l'heure, 30% d'émissions compensées par le stockage au niveau des prairies. Et ça représente aussi la moitié de l'émission de CH4, des émissions de méthane entérique, qui sont bien sûr la grande partie des émissions brutes. Je ne reviens pas sur ce qu'a expliqué Mathieu déjà tout à l'heure. Je suis passé. Oui. Alors on passe
On passe un peu vite donc sur tout le reste, hein, parce que le temps est limité. Donc la synthèse du bilan de production, c'est qu'on avait notamment sur cette année 2016, bon, c'était lié aussi déjà à l'antécédent de la sécheresse 2015, plus un pâturage pas terrible début 2016, puis une nouvelle sécheresse fin 2016. On a eu des performances sur les veaux qui n'étaient pas extraordinaires, donc ça a affecté un petit peu la productivité du troupeau. Donc on a une marge de progrès là-dessus, des phases de repousse qui peuvent être plus efficaces et plus courtes. Si les croissances sous la mer ont été un petit peu supérieures, on aura des repousses un peu plus courtes et sans doute plus efficaces. Ensuite, voilà, ça implique, hein, si on veut travailler sur les croissances des animaux, sur les performances du troupeau, ça implique quand même de redescendre en termes de chargement, et Jérémy s'engageait, bon, sous la pression aussi des sécheresses, s'engageait dans une réduction du chargement. Et bon, il vous disait donc que c'était réalisé sur l'année 2018, on est retombé à une 20 UGB hectares. Donc ça doit permettre donc il y a vraiment une conjonction des deux, et ça doit permettre de réduire l'empreinte nette, donc à travers des émissions brutes qui vont baisser de l'ordre de 10% avec une amélioration des performances. Des quantités d'intrants en baisse, on espère, avec l'introduction de légumineuses et des améliorations aussi au niveau des prairies temporaires, de baisser les quantités d'aliments et d'engrais azotés. Et on a mis dans le plan d'action donc une augmentation du stockage par les prairies, parce que c'est envisagé donc une augmentation des surfaces, bon, qui n'est pas réalisée encore au jour d'aujourd'hui, mais qui sera réalisée sans doute dans les 2 ans qui viennent, et qui permettra de rejoindre le même niveau de productivité de l'ordre de 55 tonnes de viande vive produite sur 20-25 hectares supplémentaires au niveau du troupeau. Donc là, vous avez les émissions et l'empreinte nette du départ, qui se situe à 13,6. Donc les résultats du plan d'action, on doit pouvoir donc descendre les émissions brutes de l'ordre d'un peu plus d'1 kilo, et le stockage augmente, dans la mesure où on a quand même le supplément de surface. Donc on aurait une empreinte nette qui baisserait de 1,8, ça représenterait 13% de gain. On a vu tout à l'heure que Mathieu disait 12% sur l'ensemble des simulations. Bon, voilà, on est dans le même ordre d'idées. Voilà. Sur les actions envisagées, ça concrétise un petit peu tout ce que je viens de dire. Amélioration des performances sur un petit peu plus de surface, parce qu'on a quand même des problèmes d'adéquation entre surface et troupeau. On était sans doute sur un système un petit peu trop chargé. Donc là, ça va à la fois recouvrir une augmentation des surfaces qui va se réaliser, un allongement de la durée des prairies temporaires, introduire un peu de légumineuses. Donc ça n'a pas été réalisé cette année, mais les conditions sont aussi spéciales. Donc installer un petit peu de trèfle ou de luzerne en supplément des prairies qui sont déjà à base de graminées et de légumineuses à 50-50, et travailler aussi sur le pâturage, mais faire en sorte que le chargement au pâturage soit plutôt de l'ordre de 2,2 à 2,4 vaches et veaux à l'hectare, plutôt que là on était plutôt sur un système à 3 vaches à veaux à l'hectare, et c'est vrai que c'était compliqué. Si les conditions sont humides, c'est aussi assez compliqué à gérer au niveau du pâturage. Voilà, donc les actions pour arriver à ces objectifs. Donc bâtir un plan prévisionnel de production, donc ça on l'a fait il y a 1 an et demi. Optimiser l'utilisation des fourrages dans le bilan fourrager, les rations de repos sur mâles et femelles, donc ça on y travaille. Le renouvellement des prairies. La mise en place du pâturage tournant. Alors les conditions climatiques simplifient pas le travail là-dessus. C'est vraiment une année comme 2019, c'est assez terrible, hein. On pouvait toujours faire des prévisions, mais le robinet s'est vraiment coupé au 15 juin, et donc redistribution dès le début juillet, et puis un poil d'herbe jusqu'à ces derniers jours, hein. Là, les redistributions, c'est encore 2/3 des besoins des animaux. Voilà, je te laisse conclure. Non, mais après, sur le plan d'action, avec toutes ces sécheresses cumulées là, depuis 4-5 ans, on arrive à avoir encore plus d'autonomie. Donc, on cherche à faire plus de fourrage, à avoir plus de légumineuses sur nos terrains. Donc, c'est l'objectif prévu.
Donc c'est recherche de terrain et puis c'est d'être autonome et surtout pour baisser le chargement et être plus serein dans l'avenir, quoi. Donc on va essayer de continuer essayer d'avoir des meilleures performances pour être plus serein et puis comme on l'a dit, avoir toujours l'Italie pour avoir les débouchés pour notre MEG. Voilà. Merci de votre attention. Grazie mille, è stata una presentazione molto interessante, molto ricca. C'è qualche domanda a caldo oppure... Ovviamente vediamo dei sistemi anche molto diversi da quelli che ovviamente abbiamo qui in Italia, ma credo che sia molto interessante. Se non c'è nessuna domanda, prego. Sono Buratto Roberto, sono un rappresentante della CIA, faccio parte del Copaco GECA a Bruxelles. Ecco, intanto volevo dirvi, vi porto i saluti del Copaco GECA, sono stato su recentemente e stiamo lavorando molto sul discorso della sostenibilità ambientale della carne prodotta dai nostri allevatori. Su ci sono 27 paesi rappresentati e faccio riferimento alla Francia, all'Irlanda, alla Spagna che sono qui presenti e vi posso dire che i vostri rappresentanti sono molto attivi. Cito un dato, l'Irlanda ha 170.000 chilometri di siepi e 740.000 particelle di terreno. Io mi chiedo, ma se non fossero gli allevatori a tenere pulite queste cose a costo zero, chi lo farebbe? Come sarebbe il territorio? E questo è un valore aggiunto che ci deve essere riconosciuto adesso e per sempre, perché solo noi possiamo fare queste operazioni con passione e determinare i prati puliti su cui si nutrono le nostre vacche e di cui l'80% dell'alimentazione viene proprio da queste foraggere che diversamente non sarebbero utilizzate. Vi cito anche un dato, i prati permanenti, è stato richiesto la loro prolunga a 8 anni invece dei 5, proprio perché hanno un'alta valenza come sequestratori di carbonio. Quindi la nostra attività è improntata a sequestrare carbonio, non tutto, perché il carbonio serve anche per vivere, però una giusta quantità è quella che vogliamo che ci si arrivi. Altre situazioni che vi posso citare, così per darvi due dati che magari verranno detti o magari non li ho capiti nella traduzione, sono che uno studio della Commissione ha determinato che il Paraguay, nel produrre la carne che ci vorrebbe portare, inquina 15 volte più della carne prodotta in Europa, per la deforestazione, per tante altre cose che non sto qui a citarvi. È partita il 15 settembre una campagna di informazione per i nuovi parlamentari europei, quindi sono state affisse locandine, comunicazione, è stato fatto un meeting per interessare i nuovi politici europei su quello che noi stiamo facendo per la sostenibilità ambientale, in modo che siano informati e nei loro ragionamenti, noi come Commissione Copaco GECA forniamo informazione alla Comagri, che è la Commissione Agricoltura, la quale in base alle nostre considerazioni trae poi le decisioni che ci cadranno sulla testa. Un intervento che ho fatto anche in quest'ultima occasione è stato quello di dire la sostenibilità e il benessere animale ormai per noi sono un dato di fatto, la sostenibilità la stiamo implementando, il benessere animale ci siamo già arrivati quasi tutti, ci dovete riconoscere dei crediti di carbonio come le aziende che producono energie rinnovabili nel settore industriale, cito quelli che utilizzano la FORSU, frazione organica di rifiuti solidi urbani, per produrre energia rinnovabile, impianti fotovoltaici e eolici, dispongono di crediti di carbonio che vendono alle aziende acciaierie, altoforni, quelli chiamati gli energivori, i grandi inquinatori. Quindi anche noi dobbiamo trovare un meccanismo che ci venga riconosciuta questa nostra peculiarità. Al riguardo la rappresentante francese in commissione ha detto sì, ci stiamo lavorando anche noi perché riteniamo che potrebbe essere un valore che ci compensa dei maggiori oneri che sosteniamo nel produrre carne pulita. Quindi queste sono 2 o 3 considerazioni, non voglio rubare più tempo, però sappiate che la Commissione lavora e la vedo molto attenta. Abbiamo un vicepresidente irlandese che è molto presente
e ci cita le difficoltà dell'allevamento irlandese legate al fatto della Brexit e quindi solidarietà massima agli allevatori irlandesi perché hanno questo problema di non poter più vendere in Inghilterra, e i francesi, i nostri partner ideali, anche loro sono improntati sul discorso del credito di carbonio. Io vi ringrazio e se avete qualche domanda ve la posso rispondere. Grazie. Grazie mille, anche perché ha accennato a un problema, quello dei crediti di carbonio, che grazie anche all'IDEL l'IDEL ha presentato un altro grosso progetto LIFE. Se questo è grosso, il Beef Carbon è importante, il progetto LIFE Sustainable Cattle è ancora, credo, almeno 3 volte tanto, proprio che riguarda questo argomento e quindi incrociamo le dita, stiamo aspettando proprio l'esito del progetto. Grazie per aver accennato a questo argomento che ci dà, appunto, mi ha dato l'adito di poterne accennare. Se non ci sono domande sulle presentazioni riguardanti l'attività che è stata svolta in Francia, io vi invito a fare un coffee break, a bere un caffè